c'est éveiller simplement sa créativité à impacter le consommateur. Peu importe ce que vous faites. Je peux vendre des beignets, je peux vendre des habits, je peux vendre même des cordes à sauter si j'en ai la possibilité. Mais je dois trouver la manière de titiller la curiosité du consommateur. Et des fois, il faut aller plus loin que la normale. Et si on peut continuer, s'il vous plaît. De manière générale, les entreprises aujourd'hui vivent dans l'opulence. Montrer aux consommateurs que c'est chez nous que vous aurez la meilleure offre. C'est chez nous que vous aurez le meilleur service. C'est chez nous que vous aurez le meilleur prix. Et donc, quand on n'a pas assez de moyens de nos jours pour dire que je prends 1 million, je mets en marketing, je prends une équipe ou un département marketing, je mets sur ma communication, on décide de faire comme Liquides. On se dit, je vais impacter, mais je vais impacter de plusieurs façons. De manière à ne plus essayer d'aller sur la diapositive, ce qui m'a marqué avec cette entreprise, parce que j'ai beaucoup essayé d'étudier ce qu'elle a fait pour comprendre comment je peux évoluer et permettre à mes clients d'évoluer avec moi, c'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé pas seulement de vendre de l'eau dans des canettes, mais ils ont décidé de vendre de l'eau dans des canettes en aluminium. Ce qui veut dire que leurs canettes, on les jette, on les recycle, on les jette, on les recycle. Au fur et à mesure, leurs canettes servent à quelque chose. À chaque fois que dans les 113 000 shops de Liquides, on achète une bouteille d'eau, elle peut être utilisée pour faire un bracelet en cuivre, elle peut être utilisée pour faire une chaise, elle peut être utilisée pour faire une lampe. Donc, dans son environnement, il a décidé, malgré que je n'ai pas assez de fonds, je n'ai pas assez d'argent, je vais faire en sorte que le consommateur s'amuse. Et aujourd'hui, à la télé, chez eux, malheureusement, je n'ai pas pu insérer ça dans ma diapositive, c'est des publicités où on voit des enfants avec des canettes de bière à la main. Imaginez un peu ce genre de publicité. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi un enfant a une grosse canette de bière qui dépasse littéralement le poids de sa main? Ça intéresse en quoi de boire de l'alcool? C'est tout simplement la question qu'il faut pousser le consommateur à avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est intéressant d'essayer? Je vais aussi essayer. Je veux savoir. Automatiquement, à ce moment-là, vous avez conquis déjà la curiosité. Maintenant, après, vous allez sur les éléments qu'on connaît tous ou généralement qu'on nous dit. Le prix. J'essaie de réduire le prix parce que le consommateur a été curieux, il est venu vers moi. S'il dit, ah bon, moi je vais prendre 2 canettes, j'essaie d'être le minimum courtois possible. C'est-à-dire, ok, si une canette c'est 1000 francs, je vous fais les 2 canettes à 1800. Ça, c'est une stratégie marketing de base. Mais pourquoi je n'ai pas voulu aller sur cet aspect? C'est parce qu'on m'a fait comprendre qu'actuellement, au Congo-Brazzaville, il y a une grosse rupture financière. Et donc, les jeunes comme moi et vous, essayons de nous battre à créer de la valeur. Parce que l'on veut se nourrir, c'est vrai, mais parce que l'on veut également aider les gens autour de nous. Et si aujourd'hui je me lève avec des stratégies normales, je vais dire, comme la stratégie de prix, on va dire la stratégie de matraquage, vous n'allez comprendre absolument rien en 1h30. Ce que moi je vous partage en tant que frère ici, c'est une expérience réelle. Je participe à ce salon sous la tutelle d'une fondation qu'on appelle la Fondation Protec. C'est une fondation que j'ai rencontrée au Cameroun. C'est des Congolais et des Camerounais étudiants qui ont décidé, eux, de réduire la fracture numérique. C'est-à-dire, ils se baladent de village en village dans les pays africains pour donner la connaissance numérique aux gens gratuitement. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des événements comme Osiane qui couvrent ce que nous pouvons faire. Nous sommes allés à l'école, à l'université. C'est pour ça que nous, on peut se permettre de venir à Osiane. Mais rassurez-vous, actuellement, à Soinké, parce que nous sommes passés par Soinké, il y a des gens qui reçoivent les messages d'Osiane 2025. Mais il ne sait pas ce que c'est qu'Osiane. Même lire, là, il a des problèmes. Donc pour lui, vraiment, Osiane, ce n'est pas son problème. Et c'est ça que nous, on a voulu résoudre. Mais rien ne nous garantissait qu'on aurait la possibilité un jour d'être invité comme partenaire à Osiane. Rien du tout. Ce qu'on a juste fait, c'est de choquer les gens en se disant on va faire ce que les gens n'ont pas pu faire. On a fait quoi? On a quitté le Cameroun, on est passé par 5 villes. Soinké, Oyo, Sembe, Wesso, Owando. Gratuitement, on a formé 120 et quelques personnes. C'est pour ça que l'humble et le très bon monsieur Luc Missidi Banzi, que je remercie énormément d'ailleurs, nous invite parce qu'il a vu que de nos propres moyens en tant qu'étudiants, on a marqué la différence. Et c'est ça que moi je vous partage aujourd'hui. Dans tout ce que vous faites, une activité économique, même dans un emploi, on va dire, fonctionnaire, un emploi constant, faites toujours en sorte d'impacter, de pousser la curiosité sur vous. Arrivez toujours à temps, arrivez toujours en retard, même en retard, bâtissez une stratégie derrière. Le jour où on vous appelle pour dire mais pourquoi vous êtes toujours en retard alors que c'est vous qui avez supplié qu'on vous donne le boulot? Automatiquement, vous bombardez tout ce que vous pouvez. Non, actuellement, moi, je suis en formation. J'ai une formation en design graphique. J'ai une certification en motion design. J'ai ceci. Je trouve que
je ne suis pas assez bien rémunéré. Vous avez trouvé un moyen de passer la secrétaire qui se trouve à la porte qui dit non, 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 le chef ne veut pas te voir, va te plaindre ailleurs. Le chef veut te voir parce que tu fais mal. Et quand le chef dit viens, je veux que tu m'expliques, tu trouves le moyen de glisser ce que tu veux. Dans les deux sens, actuellement, le marketing, c'est faire mal, mais violemment. Pas avec des coups, pas avec non, mais essayer de toucher le mental très très fort. On peut passer s'il vous plaît. Ok. Bon, généralement, comme j'essaie d'être souvent bref et de ne pas beaucoup monopoliser la parole, je finis toujours par cette citation de Von Restroff que moi j'aime beaucoup. C'est les éléments qui sortent de l'ordinaire sont mieux retenus par notre mémoire. C'était un psychologue, un médecin, je ne sais pas s'il a fait autre chose dans la vie, mais moi c'est ce qui me conduit et me motive. À chaque fois que je vois cette citation, quand je crée des supports de communication pour mes clients, j'essaie toujours de faire en sorte que le consommateur qui verra ça se posera la question, ce type-ci, attends, il fait réellement dans le produit qu'il dit à aussi bas prix, avec ce design-là, ce packaging-là et tout, c'est possible. J'essaie toujours, peu importe la façon, de pousser mon imaginaire à travailler pour impacter le consommateur. Et c'est ce que moi, je vous partage aujourd'hui comme frère congolais qui se débrouille au Cameroun. Donc, on peut terminer. Donc, merci beaucoup. Et c'est ouvert maintenant à l'atelier questions-réponses. Les gens qui ont des préoccupations, des problèmes, et beaucoup plus ceux qui sont intéressés même aux outils. Parce que dans ce genre de formation, dans ce genre de masterclass, j'ai remarqué que les gens sont plus axés. C'est quoi Photoshop? C'est quoi Illustrator? C'est quoi Canva? C'est quoi ceci? Je suis ouvert à toutes les questions. Merci pour la parole. Moi, c'est Peggy. Enchanté. Merci. C'est intéressant ce que vous dites et j'aimerais, j'ai pas mal de questions, mais je vais poser la première. C'est concernant, s'il s'agit de retenir 4 principes dans la création d'une marque, que pourrez-vous justement nous dire pour qu'on essaie de cadrer avec nos projets et autres? Ça, c'est la première question. Ok. Je vais essayer d'être le plus franc en me basant sur ce que j'ai déjà vécu. Le premier principe, c'est l'impact. Quand je crée mon projet, j'ai trouvé un problème, forcément. Parce qu'un projet naît d'un problème. J'ai remarqué que dans mon environnement, par exemple, il n'y a pas de feu de signalisation. Là où je vis, ça peut créer des accidents, ça peut créer beaucoup de choses. Au moment où je mets en place ma solution, je dois éviter de me précipiter. Absolument. Je dois voir absolument tous les contours. Comment faire pour créer ce produit sans que quelqu'un d'autre n'y ait pensé, mais de la manière la plus simple possible. Prendre le temps de faire ce qu'on appelle le brainstorming. Je veux dire ça. Donc, impact et brainstorming, c'est le principe 1. Je prends du temps, je ne me précipite pas vers la solution. Parce que généralement, quand nous, on crée nos solutions, l'on se dit que, ah oui, là, c'est bon, hein, j'ai trouvé le panneau de signalisation qui peut marcher, c'est bon, j'ai fait mon panneau de signalisation. Mais, mon frère, combien d'ingénieurs en fini ici à l'ENSP sont capables de faire ces 100 au chômage? Ça veut donc dire que le problème ne vient même plus des feux de signalisation, c'est la façon de les faire. Est-ce que tu les fais moins cher? Est-ce que les tiens sont capables de résister aux coupures d'électricité, c'est-à-dire on coupe, le panneau solaire lance? C'est ça en fait. Cherchez toujours cet outil-là qui fait que mon produit, bien qu'il existe déjà sur le marché, soit compétitif. Le deuxième principe, c'est s'entourer d'une très, très, mais très bonne équipe. Quand je parle de bonne équipe, je ne dirais pas compétente forcément, mais des gens sur qui on peut avoir confiance. Pourquoi je le dis? Je le dis toujours dans le cadre de la création de start-up. Parce qu'aujourd'hui, vous et nous, on n'a pas les moyens de se payer. De manière honnête, si on prend notre vie réelle, je ne peux pas prendre un frère et lui dire je vais te payer pour être designer de ma boîte. Parce que je me dis que s'il a fait 5 ans de formation, je pense que je ne peux pas le payer. Parce que moi-même, déjà, je n'ai pas une entreprise qui fait peut-être 1 million. Et lui, peut-être son diplôme fait 1 million. Je ne peux pas. Et donc, sur le moment, je prends ce frère-là, je lui fais comprendre ma vision, lui disant je veux atteindre tel objectif dans telle année pour tel projet. Moi, aujourd'hui, je peux investir tant. Si toi, aujourd'hui, tu peux également investir, va réfléchir à un projet qui te tient à cœur. Même si ce n'est pas dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas dans l'entrepreneuriat tech, dans l'agriculture. Je prends également à cœur son projet. Et à ce moment-là, on essaie de faire fi des salaires pour aller main dans la main, communément dans une vision. Je sais que si tu merdes dans mon projet, je merderai dans le tien. Et donc, en construisant une équipe solide, des gens sur qui l'on peut compter.
Et au fur et à mesure que l'on évolue, on essaye donc d'ajouter la compétence. Si la première année, on s'est allié et ça a marché, on n'a pas eu de compétence, la deuxième année, obligatoirement, on se forme. Il y a beaucoup de plateformes en ligne et c'est ça qui mène au troisième principe que je veux énoncer par rapport à ta question. Je vous en prie et je vous supplie, même quand vous quittez ce genre d'événement, évitez d'aller dormir directement. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'environnement où je suis à l'université, où j'ai été, où je suis même actuellement, on a souvent ce problème-là. On discute d'un milliard de projets. On fait des heures. On parle non, agriculture, tech, on finit. Mais on va se retrouver bizarrement à jouer à la console. Il est 1 heure après. Ou bien, on va se retrouver devant le FIFA, devant la Ligue des Champions. Le truc, c'est de porter à cœur ce que l'on veut et de décider. Concrètement, on décide en s'outillant. Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes gratuites qui permettent de le faire. Énormément. Je suis chez moi, je finis de parler d'un projet avec un frère, une sœur. J'essaye au moins de me documenter là-dessus avant d'aller dormir. Même si ce n'est pas 2 heures à 3 heures du temps. Je prends 1 heure du temps, je dis, bon, il m'a parlé de telle opportunité. C'est vrai que moi, ça ne m'intéressait pas à la base, mais est-ce qu'on peut se faire de l'argent? J'essaie de voir. Si j'ai compris le principe et que je me dis, bon, il y a de l'argent, j'essaye le prochain jour d'avancer, mais de ne jamais rester sur un point mort. Toujours avancer. Même quand on échoue, là, on avance. Donc, essayons d'avancer toujours, toujours. Le quatrième principe, par rapport à créer un projet et le rendre impactant, c'est, là je vais vraiment aller sur la base simple, c'est il faut se porter soi-même garant de moyens pour son projet. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on oublie même le fait que bizarrement, ça contredit le principe de l'équipe, mais il faudrait être dans son équipe capable de faire 2 fois plus de travail que tout le monde et d'être tempérant. Si on ne porte pas son projet plus que tout le monde, ça ne marchera jamais. Parce qu'aujourd'hui, même le frère à qui tu as partagé la vision, chez qui plutôt tu fournis des compétences en disant je suis dans ton projet, tu es dans mon projet. Même lui, un jour, il va se retrouver à te dire quitte même mon projet, moi je suis fatigué. Il en a dépensé trop d'argent, on a trop de temps, moi je vais aller chercher un truc à la fonction publique, je me case. Et quand lui il fait ça, si on n'est pas fort, si on n'est pas solide, c'est fini. Et on aura perdu peut-être 2 ans à 3 ans à développer un projet, c'est du temps. Mieux vaut ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat que de se lancer et de perdre du temps. Donc concrètement, ce sont les réponses que je peux donner à tes questions. Je ne sais pas si elles te satisfont. Non, ça va, ça va. La deuxième chose que je vais dire à 2 facettes. La première facette, c'est en fait les outils, hein, les logiciels utilisables en design graphique et autres, la création de marque. Vous allez nous en partager quelques-uns. Okay. Et celle-ci, c'est une préoccupation. Quels sont les moyens qu'on peut vous joindre facilement, être en contact avec vous pour pouvoir discuter après même l'événement, quoi. Merci. Ok. Pour la première question, les outils que je conseillerais sont principalement les outils de la suite Adobe. Donc Photoshop, Illustrator, After Effects, Lightroom. Pour certains ici, peut-être que vous ne connaissez pas les noms, mais je pense que si j'appelle simplement l'entreprise Adobe, vous cherchez les logiciels de cette entreprise-là, vous les trouverez. Et petit conseil gratuit, n'essayez pas de les acheter. Parce qu'au début, souvent, on a la prétention de se dire je peux vivre du graphisme ou du montage vidéo, j'achète Premiere Pro. Sachant que les revenus d'un freelance, la définition de freelance, c'est-à-dire je suis chez moi, je trouve une personne qui veut faire du montage vidéo pour son mariage, je fais. Une personne qui veut faire un shooting photo, je fais. Ce n'est pas de la rémunération constante. Je ne peux donc pas me baser dessus pour acheter. Il y a plein de plateformes où c'est vrai, c'est des péchés bénins, comme on l'a dit. Mais on télécharge illicitement, on travaille, on se fait de l'argent. Le jour où on doit légaliser la boîte, on légalise tout. On rentre dans le normal. C'est comme ça qu'on évolue. Et mes contacts sont là. Le premier, c'est celui du Congo. Le second, c'est celui du Cameroun. Et le second est celui de WhatsApp, en fait. Oui, dans celui du Cameroun, c'est celui de WhatsApp. Non vous, concrètement, vous voulez savoir quoi par rapport à Canva? Votre apport. Ah, ok, je vois la question. Moi, je me suis même déjà battu avec quelqu'un sur ça. Battu, on va dire, en argumentant. Pour moi, je trouve que avant de commencer le graphisme avec les logiciels de la suite Adobe, on commence par Canva. Mais lui, il disait non, 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 non. Canva, c'est pour les enfants. Canva, c'est tu prends, tu cliques là, tu glisses un logo, tu glisses des couleurs. Je me dis, commence d'abord par là.
Si tu peux gagner de l'argent en faisant les cliquer-glisser là, je glisse une image, je ne sais pas comment on retouche une image, mais Canva, déjà une image est retouchée, je commence par Canva. Et au fur et à mesure, dès que j'ai fini de maîtriser Canva, je me lance dans la création avec, par exemple, Illustrator, Photoshop. Parce que ces logiciels-là sont des logiciels assez complexes si on n'est pas patient. Parce que il n'y a aucune méthodologie pour faire quoi que ce soit et n'avoir que le même résultat. Par exemple, aujourd'hui, je vais venir vers vous, je vous dis, je veux une retouche photo. Je veux que vous me rendrez brun. Il n'y a pas de méthodologie écrite, une seule méthodologie qui peut amener ce résultat-là. Il y en a des millions. Donc, sur le moment, prenez le temps, mais surtout n'abandonnez jamais, parce que là-bas aussi, c'est dur sur Canva. OK. Ok. Donc, merci pour la présentation. Moi, je voulais que vous puissiez, si possible, aborder davantage des techniques qui peuvent nous aider à vendre notre image de marque ou bien notre start-up. Voilà, vous avez parlé d'une seule approche, vous avez parlé de la démarcation ou bien le fait de marquer la différence. Okay. Bon, je voulais que vous puissiez nous parler d'autres approches que nous pouvons mettre en pratique afin de faire valoriser ou de faire vendre notre identité de marque. Ok. Si je vais sur la réponse en donnant plusieurs techniques, ça pourrait prendre du temps. Parce que je donne souvent des exemples et c'est ça mon défaut. Je vais donc prendre une technique et un exemple concret. Cette technique-là, elle est similaire à une technique en marketing qu'on appelle le matraquage. C'est-à-dire harceler concrètement ce que l'on veut. C'est-à-dire l'utilisateur, si c'est quelqu'un qui en veut vendre du produit, ou une entreprise, si c'est quelqu'un qui en veut vendre un service par exemple, ou une entreprise en veut faire un autre service. Ce que moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire, quand j'étais en année de licence, c'est que je m'étais dit, quand je vais sortir d'ici, ça sera chaud. Il faut que je trouve donc un moyen de me nourrir seul. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Instagram. J'ai commencé à suivre les entités qui m'intéressent. Personnellement, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple les médias en ligne, comme Le Monde, ou bien RFI Online. Ces médias en ligne qui font de la communication, du journalisme, mais via les réseaux sociaux. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que je me dis, je n'ai pas tellement envie d'aller dans les locaux de l'entreprise. Ils sont en France, moi, ça m'arrange. Je peux travailler avec eux en ligne, avec un contrat à durée déterminée, c'est bon pour moi. Je peux vaquer à d'autres occupations. Ça me permet de faire aussi ce que je veux de ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends que le journal Le Monde poste une publication. Parce que c'est là où je me dis que soit c'est une intelligence artificielle, soit c'est un être humain. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui a publié. Ce que je fais, c'est que je commente ta publication et je tag l'entreprise en privé. C'est exactement ce que je fais. Et jusqu'à preuve du contraire, actuellement, je travaille avec deux entreprises qui m'ont, on va dire, qui m'ont prise grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir, ils ont publié, j'ai posté un commentaire en disant, ah, je trouve que ce que vous faites est très intéressant. Je trouve que vous avez un très bon motion designer, celui qui fait les animations. Moi, je pourrais le seconder parce que je remarque que le motion design, c'est quelque chose qui fait beaucoup suer. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et surtout beaucoup de recherche. Donc, je trouve un élément dans la publication qu'ils ont faite que je peux faire. Si le designer n'est pas bon, il y a certains qui se le disent parce que je vois qu'il fait là n'est pas bon. Concrètement, je vais avec des arguments palpables. Je remarque que par rapport à la couleur, il n'a pas respecté la charte graphique de l'entreprise. Voilà pourquoi moi, je me suis positionné vers vous pour vous dire que je suis plus bon que lui. Maintenant, pour vous prouver cela, c'est gratuit. Je vous donne un marché. Vous me donnez un marché que je vais faire gratuitement. Aller sur cette base permet également d'avoir des clients. Aller dans la gratuité dès le début. Ne cherchons pas d'abord l'argent. C'est moi qui les ai contactés. Ils ne sont pas sûrs que je suis bon. Je dis OK. Je prends un post, je tag, je commente, j'écris en eBay. L'entreprise me répond pour me dire, ah ok, nous sommes intéressés, mais comment vous nous prouvez que vous êtes bon? Je leur dis, ok, si vous avez un marché que vous pouvez sacrifier parce que vous n'êtes pas sûr que je peux avoir la compétence de vous satisfaire, vous me donnez ce marché-là, je respecte les délais sans argent, avec la qualité, je vous envoie. Si c'est bon, je ne perds absolument rien parce qu'en tant que graphiste, ce que je perds, c'est ma créativité et mon ordinateur portable que je consomme, mais il ne va pas mourir maintenant, sauf si c'était déjà mauvais. Donc c'est ce que je fais. Et généralement, quand je trouve que j'en ai encore besoin, je repars encore sur Instagram malgré que j'ai mes petits contrats là. Je fais la même chose. Donc c'est comme ça que dans le monde du freelancing, excusez-moi, que moi je m'en sors personnellement.
j'essaye toujours de revenir à la charge. Et il y a aussi un conseil que je voudrais ajouter, c'est d'essayer d'être le plus humble possible, mais montrer qu'on l'en veut. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai déjà écrit à une entreprise en eBay, elle a vu, elle n'a pas lu. Demain, j'écris encore. Bonjour, je vous ai fait une proposition ce week-end. Ça ne vous intéresse toujours pas? C'est pas grave. Je reprends encore, au moins pendant un mois. Et là, je sens vraiment que la personne a dit carrément non. Mais sinon, si quelqu'un de sensé et avec un cœur voit vos messages et va les lire au final, il va dire bah, il accumule beaucoup trop de messages dans mon eBay, je vais les lire. Et si vous êtes pertinent et que vous avez la proposition là, c'est-à-dire je vais faire gratuitement, voilà mon portfolio, voilà mon CV, je pense que forcément, avec cette motivation-là, quelqu'un finira par se dire, bon, je vais tester l'enfant-là, ou je vais tester ce petit-là, je vais tester ce frère-là ou cette sœur-là, et on va voir si ça peut marcher. Une autre question? Ou un autre problème, une autre incompréhension? Ok. J'ai même oublié de prendre des prénoms. Mon frère, ton prénom c'est? Gloire, enchanté Gloire. Bonjour à tous, je suis Elliot et si vous me permettez, ma question sera assez large. Ça nous permet d'être assez pragmatique en fait. La question est de savoir jusqu'à où, déjà de base, l'intelligence artificielle peut intervenir, par exemple dans votre domaine du branding. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et l'un des points même qui nous réunit, à Osiane aussi, c'est part de l'intelligence artificielle. Ok. Et je me dis, pour nous peut-être qui sont, je ne sais pas si c'est les graphistes, soit les photographes, soit les vidéastes parmi nous, pour nous peut-être qui sont dans le graphisme, excusez-moi, nous fournissons beaucoup des efforts et on sait comment une formation graphisme est assez difficile à apprendre et comment ceux qui sont dans le graphisme ont beaucoup de difficultés, surtout au niveau des amateurs. Et une fois, pour être pragmatique, je vais juste prendre un exemple. J'avais un marché précisément, et il fallait que je travaille sur je vais dire, l'identité d'une entreprise. Et l'identité d'une entreprise. Et il y avait de la concurrence entre moi et une autre personne. Et moi, spécifiquement, j'étais dans les produits Adobe. Et à ma grande surprise, je vois un frère comme moi qui vient me concurrencer avec Canva spécifiquement. Et j'ai appris aussi à ma dernière nouvelle que Canva est beaucoup associé à l'intelligence artificielle. Okay. Et là, moi, je pouvais passer des heures. Le monsieur le fait pratiquement en quelques heures. Et ce qu'il fait vient me concurrencer. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans la suite Adobe. Et vous savez comment il y a une grande différence entre Adobe et Canva. Et lui, il fait sous Canva associé à l'intelligence artificielle et produit pratiquement le même résultat que moi. Okay. Et je me dis la question, voici, permettez-moi, c'était pour être pragmatique, la question, jusqu'à où l'intelligence artificielle peut intervenir, par exemple, dans la création de l'identité visuelle. Et devons-nous, pour des années à venir, devons-nous mettre en côté, je vais dire, les suites Adobe pour se lancer rapidement sur l'intelligence artificielle qui prend pratiquement quelques heures, ou avec Adobe, on peut prendre pratiquement je vais dire même des années, okay, pour avoir cette compétence. D'accord, merci pour la question, c'est une très bonne question. Mon collègue à la régie, est-ce qu'on peut repartir sur la page où il y a le léopard là? Je vais donner une réponse quand même assez rapide pour que s'il y a quelqu'un d'autre, on va prendre. Ok. Concrètement, je répondrai à ta question en allant du principe que tu n'as pas assez fouillé dans ton domaine. Et c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et c'est généralement ce genre d'expérience que l'on a en allant vers les autres qu'on peut avoir la solution à ces problèmes-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, le logiciel Photoshop de la suite Adobe a l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, Canva ne rivalise pas. Ou ne rivalisait pas il y a une année de cela, pour préciser. Donc c'est maintenant que Canva a, on va dire, abattu l'intelligence artificielle de Photoshop. Mais sinon, Photoshop a une intelligence artificielle. Et Premiere Pro, pour le montage vidéo également, on a. C'est-à-dire, quand on fait nos vidéos, on les filme. Effectivement, le collègue à la régie a bougé la tête, c'est qu'il se reconnaît. Les sous-titrages peut se faire par intelligence artificielle. Donc, il y a un algorithme qui comprend ce que la personne dit dans la vidéo. Elle fait les sous-titres automatiquement. Donc, c'est pour dire que poussons toujours la recherche énormément loin. Mais surtout, apprenons de nos expériences. Si aujourd'hui, un chef d'entreprise préfère un graphiste qui fait dans Canva parce que c'est plus rapide, je fais dans Canva moi aussi.
j'ai pas le choix, le marché concurrentiel. Donc je vais d'abord comprendre pourquoi lui il dit que Canva là c'est bien. Je vois, il dit ok d'accord. C'est parce qu'il dit qu'il y a l'intelligence artificielle. D'accord, j'adopte l'intelligence artificielle. Et moi aussi je repars prochainement en disant non, moi je ne fais pas que Photoshop, je fais aussi Canva. Donc là, le chef d'entreprise qui me prend dit ah ouais, lui il est polyvalent, je peux donc m'assurer ses services. Pourquoi j'ai pris exemple de ces diapositives? Parce que je travaille constamment avec l'intelligence artificielle. Et même pas de Photoshop ou de Canva, moi c'est FreePic. Donc, FreePic, c'est une plateforme où on télécharge généralement les images ou les vecteurs. Donc, tout ce qu'on a besoin, nous, en tant que graphiste, pour travailler. Au cas où il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, ce que moi, je fais, c'est que je crée un prompt. Donc, un prompt, c'est la question qu'on pose à nos intelligences artificielles, là, à ChatGPT, Perplexity. Je lui dis, je veux créer un léopard avec des lunettes intellectuelles, avec des mains africaines et une veste. Je veux que la veste soit de style moderne. Je veux que l'éclairage soit dans un studio. Bref, je crée un prompt de ce que mon imaginaire me demande ou mon imaginaire m'incombe de faire. Dès que je finis d'écrire ça, même s'il y a des fautes et tout, je me tracasse pas, je prends ce prompt, je donne à ChatGPT. Je lui dis, positionne-toi comme un prompt ingénieur. Donc celui qui fait mieux dans la création de prompt ou de l'écriture de prompt que moi. Et réécris-moi ce prompt de façon optimisée. Je précise en anglais, parce que les intelligences artificielles sont développées en anglais. C'est vrai qu'elles comprennent le français, mais les résultats sont plus probants quand ils sont quand le prompt est en anglais. Donc je fais ça, je donne à ChatGPT, il me réécrit le prompt. Dès que c'est bon, moi je pense à je donne à FreePic. Cette image, elle n'existe pas ailleurs, sauf si quelqu'un l'a reproduite, c'est moi qui l'ai créée de A à Z. J'ai trimé jusqu'à ce que j'ai eu le résultat de notre Léo. Donc aujourd'hui, un graphiste ne peut pas vivre sans intelligence artificielle parce qu'elle elle réduit d'abord considérablement le volume de travail pour nous-mêmes parce qu'on ne nous paye pas vraiment des millions. Donc si moi-même aussi je me bats à faire rapidement le travail d'un client pour finir un autre, moi-même j'en ai besoin, donc je laisse l'intelligence artificielle faire ça. Je sais que là-bas le monsieur me paye plus cher, je mets quand même mon âme à l'intérieur. Si c'est bon aussi là-bas, bref, toujours se battre à maîtriser l'intelligence artificielle. On ne peut pas évoluer avec, et on ne peut pas évoluer sans de nos jours. Oui, voilà. Merci. Le volume ainsi que le temps de travail. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont posé des questions dans plusieurs aspects du design et du graphisme, du branding, de la création de marque. Donc si il y a des gens qui ont des soucis par rapport à telle ou telle chose, logo, couleur, je sais pas, on peut y répondre pour les quelques minutes qui restent. Oui. En fait, la question que j'allais poser, c'était celle de savoir cette masterclass concernait quel genre de public, puisque pour moi, ça paraît carrément de l'extra-ordinaire, puisque j'en ai jamais entendu parler du branding. C'est pour une première fois que j'entends parler. Et en vous entendre parler dans votre speech, j'ai l'impression que c'est une formation qui est adressée aux professionnels ou bien à ceux qui utilisent déjà ce genre de formation. Ok. La cible de cette masterclass était toutes ou sont plutôt toutes les personnes, excusez-moi, qui ont une activité qu'elles veulent développer. D'accord? Donc, start-up, c'est le mot que l'on emploie pour faire joli. On dit que oui, j'ai une start-up et tout. Des fois, elle ne fait même pas entrer en franc. C'est un projet que l'on a. Je me lève un matin, je dis, moi, je veux vendre des beignets. Et je vois qu'à Osiane, on dit, il y a une formation qui dit comment créer une identité visuelle, comment faire dans la création de marque. Ce que je fais, c'est que je viens. Et sur le moment, ce que moi, je partage avec vous, c'est une technique pour ne pas vous saturer, comme vous avez remarqué. Donc même là, j'ai essayé d'être le plus explicatif possible, mais en 1h30, je ne peux pas tout vous donner. Donc si je commençais avec, il y a telle technique de marketing, il y a telle technique de marketing, forcément, on allait partir avec du texte et rien d'autre. Voilà pourquoi j'ai pris une technique qui était l'exemple que j'ai pris de l'eau dans une canette, pour dire innovons et allons loin. Par exemple, ce que j'ai oublié, c'est que le slogan de cette entreprise-là, c'est « tu t'as faim ». Donc, c'est carrément pour dire « tu t'as soif » plutôt. Donc, ils ont pensé tout ce qu'ils ont fait de telle sorte à ce que le consommateur soit touché. Maintenant, après, ça s'est transformé avec les questions-réponses en conseil pour développer un projet en plus du marketing dedans. J'ai un projet, comme mon frère a su poser ses questions, j'ai un projet, je fais comment pour le développer.
Et mon frère ici ajoute les outils. Donc au fur et à mesure, ça devient une masterclass, c'est vrai, pour les personnes qui ont des compétences. Mais si vous avez des problèmes ou des incompréhensions, soit si le temps finit, on s'échange des contacts, on discute, soit vous posez votre question, n'importe laquelle. Tant que c'est dans le domaine, je vais essayer de répondre par rapport à mon expérience. Et tant que c'est dans le temps, bien sûr. Pour ne pas saturer mon collègue là-bas. Merci pour la parole. Moi, c'est Nelson. Ok, enchanté. Nelson. Je suis cofondateur d'une start-up qui est Ok. en pleine croissance. Bon, j'assume, je suis du côté UX design. Non, mais c'est dommage, ça veut dire que tu peux m'embaucher si toi-même tu fais ça. Bon, ok, c'est pas grave. Non, mais je suis en train de me développer. Ok. Voilà. Au niveau de la définition de la charte graphique, notre start-up est une start-up qui a pour vision de produire plusieurs produits. Et chaque produit peut peut-être porter son nom, sa couleur ou sa marque, disons. Et moi, pour définir la charte graphique, j'ai un problème. Je ne sais pas comment, je n'arrive pas à faire une cohérence. Par exemple, aujourd'hui, on a déjà un projet, plutôt un produit, voilà, en termes de projet, mais je n'arrive pas à faire une cohérence entre la couleur, entre les couleurs, disons la typographie et tout ce qui est graphisme, avec le logo de la start-up en gros. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire quelque chose avec ce projet, c'était lors d'une compétition. C'était juste fait vite, vite, on a mis des couleurs, voilà. Et après, j'ai essayé de raisonner en établissant la charte graphique. Je me dis que c'est là que je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, Ok. c'est un peu ça mon problème. Je crois qu'on va cerner ton problème. Je vais donner une réponse et tu vas me dire si ça te convient. Euh, Généralement, dans la stratégie de création d'une entreprise, on dit, ou d'une marque plutôt, on dit qu'il faut tuer les produits obsolètes. Je prends cette phrase pour commencer. Pourquoi? Parce que quand on commence à vouloir toucher le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, on se lance sur des suppositions de problèmes. Et après, on vérifie ces problèmes-là en allant sur le terrain. On est d'accord? Aujourd'hui, vous avez créé un projet par rapport à un concours de projet, c'est vrai, mais parce que vous avez supposé que le problème existait. Et puis au fur et à mesure, si vous avez eu le temps, vous avez testé. Ah oui, le problème existe vraiment, les consommateurs en ont besoin. À partir du moment où vous êtes bien sûr et certain que ce produit-là est demandé, ce produit-là est voulu, la charte graphique que l'on prend pour les autres projets, c'est la charte graphique du produit qui marche. Vous comprenez? Donc là, ce que vous faites, c'est que vous dites, bon, je vais d'abord commencer par créer la charte graphique de ce qui marche. Je laisse d'abord les autres. Même s'il y en a, je laisse d'abord les autres. Je commence par ce qui marche. Parce que c'est ce qui marche là qui permettra de financer pour les autres. Parce que si on se lance sur la création de chartes graphiques de projet en projet en projet, vous allez remarquer que le projet qui marche est délaissé, mais vous êtes en train de concentrer de l'énergie sur créer la charte graphique d'un autre projet parce qu'il y a une opportunité qui peut et tout, c'est ambigu. Si, par exemple, vous avez déjà fini avec la charte graphique principale, oui, là, je passe sur le second volet de la réponse. Là, vous décidez donc d'essayer de comprendre ce que vous avez fait vous-même, parce que souvent, c'est à la va-vite. Je m'assois, je me demande, quelle est la couleur qui devrait normalement représenter mon produit? Est-ce que c'est ce que j'ai mis là? Parce que c'est un concours à projet. Bon, d'après mon expérience, généralement, quand on dit concours à projet, là, on crée le projet, là, et puis on part. Et donc, des fois, il n'y a pas de couleur réfléchie, de typographie. On prend ça comme ça. On va dire, on va là-bas, si ça marche, c'est bon. Donc, sur le moment, je repars. Je dis, bon, est-ce que le rouge que j'ai mis là, ça concorde avec ça? Ah, le rouge, c'est pour la vivacité, c'est tout. Mais mon projet doit me montrer que c'est l'assurance. Si c'est de l'argent, de la banque, je prends le bleu. À partir du moment où vous avez d'abord réglé les problèmes de la première charte, à partir de là, vous découlez. Simplement avec les recherches sur Internet, si vous n'avez pas la formation acquise, c'est-à-dire, je vais sur Internet, je dis, bon, je vais créer une entreprise qui a déjà une charte principale, la couleur, c'est le bleu, pour dire la confiance. Maintenant, je veux créer une autre entreprise en dessous, qui veut faire de la livraison. Forcément, je dois mettre le bleu et autre chose. La livraison, c'est quoi? La joie. Je peux donc dire le bleu et le jaune. J'essaie de voir. Et à partir de là, je combine, mais en ayant du sens. En cherchant toujours à véhiculer un message. Parce qu'un jour, on va dire quoi? On va essayer de vous piéger là-dessus. À dire, mais pourquoi tu as mis le bleu, le rouge sur ta charte graphique? Et toi, en tant que designer, je dois pouvoir justifier que non. Le bleu, là, c'est pour l'entreprise mère. Le rouge, là, c'est pour le bleu. Le jaune, oui, c'est pour la joie que le livreur procure en amenant peut-être de la nourriture à son client. Et là, vous allez pouvoir régler doucement, tout doucement, le problème de la création de chartes pour les petites entités à l'intérieur de votre entreprise. D'accord, merci. Et une deuxième question concernant les outils.
Je suis encore en train de développer et j'utilise Figma. Ok. Pour un début, je n'ai pas encore touché d'autres logiciels Oui, et avec mon PC, j'ai pas assez de capacités pour mettre les suites. oui. Voilà, je me dis, est-ce que c'est un bon début ou non? Figma, c'était même le meilleur début. C'est vrai que le problème, c'est que Figma est en ligne, il faut une connexion Internet. C'est vrai. Il y a aussi le desktop. Il y a aussi le desktop. Mais actuellement, pour le UX design, il n'y a aucun logiciel que je connais qui rivalise avec Figma. Figma développe des sites web avec des prompts. Donc, ce que j'ai fait là, je prends une phrase, je dis je veux créer un site web, je veux créer une interface de site web pour vendre des avocats. Il me crée le design avec des phrases. Et les autres logiciels, c'est je fais comme tu connais là. Je prends des images d'avocats, je prends ceci, je prends cela, je crée. C'est un bon début. Et surtout, essaye de voir ailleurs. Parce que si au fur et à mesure que tu continues dans ta startup, tu te heurtes à un problème avec Figma, tu migres. Il faut toujours avoir la capacité de se dire, c'est vrai que j'aime Figma, mais ce n'est pas que j'aime Figma, j'aime l'argent que Figma m'apporte. Non, si Figma meurt, l'argent la reste. Non, je passe d'abord à un autre logiciel. J'essaie de comprendre des principes de base. Après, je continue avec Figma. Le jour où ça ne marche pas, je passe à XD. D'accord, merci beaucoup. C'était tout pour moi. Merci à toi aussi. Plus de questions? Vous avez- Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Donc après, le monsieur. Merci beaucoup. Je suis Zenas Alpha, développeur mobile et site web. Alors, j'ai une question. J'ai bien suivi votre assertion et merci beaucoup déjà pour la présentation. Ma question est de savoir, lorsque j'ai tapé sur Internet pour avoir un peu plus sur le branding et tout consort, on m'a parlé aussi de la réputation. Alors, pour une startup qui commence, normalement, elle n'a pas d'antécédent, elle n'a pas d'expérience Ok. pour prouver et également son authenticité et tout consort. Oui. Et sur cette question, par exemple, où je viens d'assister tout à l'heure à la présentation des différentes startups, on leur a posé la question de savoir, bon, vous apportez un produit, qu'est-ce qui nous prouve que votre produit va rivaliser ou apporter des solutions un peu innovantes? Pour répondre à cette question par rapport au branding, est-ce qu'on peut avoir des arguments pour pouvoir, bien évidemment, au premier abord, donner confiance à notre marque lorsqu'on la présente? Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de comprendre au mieux la question. C'est comment défendre sa marque devant quelqu'un qui vous demande la plus-value. C'est ça? D'accord, je vois. La réponse est même dans le début de mon insertion. Pour dire, de mon assertion, si je ne me trompe pas, parce que souvent je confonds les deux mots. Quand je décide de créer une marque, donc déjà de manière terre à terre, une entreprise n'est pas forcément une marque. Quand je crée mon entreprise de beignets, ce n'est pas forcément une marque. Ce n'est même pas une marque du tout. C'est une entreprise qui fait dans les beignets. La marque est celle qui vit comme un être humain. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui communique comme un être humain. Mon logo, là, est capable de dire que si il y a une position politique au Congo entre le PCT et ceci, mon logo ira dans le PCT. C'est ça une marque. Une marque a une position. Par exemple, aujourd'hui, il y a une fondation en France, je ne sais pas si je me souviens bien du nom, mais je crois que c'est Danone. Danone a une entreprise qui fait, je crois, l'investissement pour les personnes qui n'ont pas assez et tout et tout. Mais elle a une devise, elle a une vision, elle a une façon de communiquer. Peu importe ce qu'elle fait, elle n'accepte pas le racisme, peu importe la couleur. C'est sa position. Une marque doit être capable de communiquer. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec une dame qui veut faire dans les jus de fruits. Elle se disait que pour elle, elle n'arrivait pas à perdre du poids parce que les jus de fruits que l'on vend à l'extérieur ont des sucres ajoutés. Parce qu'elle est forte en gabarit. Ce que moi je fais donc en créant sa marque, c'est de donner ce qu'elle a insufflé là dans sa marque. Donc dans tous ses produits, dans tous les logos. Enfin, si je crée un logo, en dessous le slogan sera plus de sucre, c'est plus d'obésité. Aujourd'hui, la marque sans sucre, comme ça s'appelle chez elle, décide de lutter contre le sucre ajouté dans tout ce qu'elle fera. Donc ça devient comme ça devient comme une promesse au client. Et à partir du moment qu'on met en place ces mécanismes-là, la vision, le discours de la marque, son positionnement. Donc le positionnement là est quasiment sacré. Quand je dis que je suis contre le racisme, ça ne bouge pas. Je suis contre le racisme. Et c'est ça qui fait que quand vous parlez à un client,
que vous avez créé une marque et il comprend qu'il y a bien plus que le logo et les couleurs. Elle est capable de communiquer, de vivre. Et généralement, dans ce domaine-là, on dit que les produits meurent, mais les marques restent. Et aujourd'hui, on le voit avec les grosses entreprises. On a par exemple Coca-Cola, qui est là, ça fait de nombreuses années, mais qui nous dit forcément que Coca-Cola marche à chaque fois. Pourtant, ce qui reste, c'est Coca-Cola. Parce qu'on sait que c'est une entreprise qui fait bien. Et c'est ça, une marque. Elle a fait une promesse, elle a tenu sa promesse envers les utilisateurs et elle continue d'innover. Si le produit meurt, on cherche un autre produit qui peut permettre aux clients de se retrouver toujours chez nous et on continue. C'est ça, en fait. OK. Et pour te donner même une suite, si tu veux t'intéresser à développer ça, soit tu me contactes, vu qu'il y a mes coordonnées où tu me vois, ou soit tu peux aller sur une plateforme. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez tous Open Classroom. C'est une plateforme de formation en ligne. Et à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des certificats qui coûtent dans les 1 million, mais il y a des formations gratuites. Et des formations qui expliquent ces bases-là. Comment créer une marque, comment commencer à créer une charte graphique, comment commencer à créer un logo. Intéressez-vous à ça. Et au fur et à mesure, dès que vous aurez la possibilité, si ça vous permet de vivre, ben, vous allez payer les formations payantes. Merci pour la parole. Moi, c'est Linda Malonga. Enchanté, Linda. Merci. J'aimerais savoir, quand vous avez parlé, vous avez dit que vous avez une organisation d'étudiants où vous avez eu à former à l'intérieur gratuitement. J'aimerais juste savoir si vous envisagez aussi de telles activités ici dans Brazzaville. Effectivement, la fondation dans laquelle je suis, Protec, agit au niveau du Cameroun parce que la plupart de ses membres y sont. Les Camerounais, c'est leur pays. Les Congolais, c'est pour nous notre lieu d'étude. Et forcément, dès qu'on finit là, dans quelques mois, on sera obligé de faire un choix. Est-ce que la fondation va rester là-bas, elle va venir au Congo, ou est-ce qu'elle va faire les deux? Venir au Congo en partie et rester au Cameroun. Mais comme notre vision, c'est de ne pas s'accaparer la connaissance. C'est ça en fait notre principe. On se dit qu'on peut partager tout ce que je vous ai partagé là de la façon la plus simple possible. Donc, ce que l'on va faire, je pense, c'est que je ne suis pas le président de la fondation, il y a même ma collègue qui est là, mais je pense qu'on a tous pour vision de faire les deux. Une partie va rester, les Camerounais vont peut-être gérer la partie Cameroun, et nous, les Congolais, on reviendra ici pour mettre la fondation Protec ici en place. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de la fondation, parce qu'actuellement, vous voyez, par exemple, mon collègue, salut Francky, mon collègue qui vient de Wesso, c'est parce que au cours des derniers mois, on est passé dans sa ville, on a formé gratuitement et il était intéressé par la vision. Et il a dit que bon, il va rejoindre le moule sur le train et tout et tout. Donc il fait partie de la mission actuellement parce que il nous a dit qu'il veut concrètement. Et il nous a montré qu'il veut et qu'il peut. Donc il y a ma collègue qui est là-bas assise avec des lunettes, mais elle est un peu fâchée. C'est pas qu'elle est fâchée, elle est toujours comme ça. Vous pouvez vous rapprocher d'elle, je pense qu'elle peut gérer avec vous, vous prenez les contacts, ainsi de suite, et puis on va parler ensemble. Okay. Je pense qu'on a fait le tour des questions, non? Merci pour la parole accordée. Je suis Rita Kikungangot, étudiante en informatique de gestion. Enchanté, Rita. Ma question est la suivante. Selon vous, quelles sont les erreurs récurrentes que vous avez pu constater qu'on commet souvent lors de la création de nos marques? Et quels conseils vous pouvez donner par rapport à cela? Ok. La question me touche beaucoup parce que moi-même j'ai un gros problème avec ça. C'est procrastiner. C'est la première des choses que je cible déjà. C'est-à-dire, j'ai lancé ma start-up, mon projet. Je me suis dit, je vais prendre toujours un exemple, je vais créer une société qui fait des beignets mais dans un beau packaging. Donc je crée un sac plastique propre, je mets les beignets dedans, le client va avec. J'ai commencé. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à créer le logo aujourd'hui. Après, je dis, je suis fatigué. Je dis, bon, demain, je vais créer les couleurs. Après-demain, je vais créer le texte. Après-demain. C'est cette façon de remettre les choses à demain là qui fait que le monde dans lequel nous sommes est un monde créatif. Donc forcément, un jour, quelqu'un va se lever avec la même idée que vous, aura plus la niaque, ira plus vite, il va mettre le produit sur le marché. Par exemple, moi, j'écoute des discours ici, souvent quand je reviens ici au Congo pendant les vacances, que oh non, mais Noki ne fait que livrer de la nourriture. Mais toi, tu y avais pensé, non? Tu n'as pas mis ça en place, pourquoi?
C'est parce que sur le moment, quand lui, il commençait à mettre son projet en place, il avait peut-être plus de motivation. Et il a continué tous les jours à aller un peu plus de l'avant. Mais toi, tu avais le même projet, mais tu restais à la maison. C'est vrai que tu avais peut-être ton revenu, un salaire et tout, mais soit ça te tient à cœur, soit ça ne te tient pas à cœur. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, donc arrêtez de procrastiner. Et le deuxième conseil, c'est avoir une méthodologie de travail. Par exemple, chez nous les graphistes, ou chez nous les informaticiens, quand on travaille devant un ordinateur, il y a une technique créée par des Japonais qu'on appelle Pomodoro. C'est-à-dire, je travaille, mais je me permets d'avoir des moments de pause. Ça, c'est une méthodologie de gestion. Pourquoi on le fait? Parce que au fur et à mesure qu'on travaille trop longtemps sur quelque chose, on perd en tout. Énergie, créativité. Donc, on ne peut pas créer à l'infini. Je ne vais pas prendre une journée, je crée que des flyers. Ça. En fait, à un moment, je vais copier ce que j'ai fait là-bas. Je vais coller là-bas parce que mon cerveau est fatigué. Donc, on se dit, par exemple, je prends 25 minutes de travail, je prends 5 minutes de pause. Je reprends, ainsi de suite. Ou on essaie de passer avec à la gestion de la méthodologie de gestion de projet qu'on connaît peut-être presque tous, Scrum. Je définis mon projet en étapes, je m'en place un calendrier et je me dis, si je ne suis pas assez, on va dire quoi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la pression, je définis mon calendrier de telle sorte que si je dis, bon, cette semaine, j'ai fait le logo, la semaine prochaine, je fais le texte, la semaine prochaine, je fais les couleurs, mais au moins, je continue d'avancer. Mais de ne pas rester sans avoir de planning et de planning, surtout le planning. Il faut toujours en avoir par rapport à son projet. Merci. Et est-ce que vous pensez que lors de l'évolution de son entreprise, est-ce que c'est nécessaire de changer la marque ou faire évoluer, ou il faut seulement garder la marque de départ? La marque doit définir ce que l'entreprise fait sur le moment. Si on sent que la marque ne sert plus ce que l'entreprise fait, on la change, on évolue. C'est vrai que quand on fait les formations ou bien des certifications dans ce domaine-là de branding de marque, on se rend compte qu'on dit qu'il y a une période, on ne change pas une marque n'importe comment, mais on ne change pas la marque qui gagne. Si la marque ne gagne pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que si par exemple aujourd'hui je crée mon entreprise, ma fameuse entreprise de beignets entre guillemets, ça fait 1 an que je l'ai lancée, je n'ai toujours pas de chiffre d'affaires, il y a un problème. Soit ça vient de la marque, soit ça vient de l'entreprise et de son produit. Donc ça veut dire soit tes beignets ne sont pas bons, soit le packaging que je disais, là, le sac plastique, là, soit il se déchire en route, je ne sais pas. Je dois donc trouver ce qui fait que ça n'évolue pas. Et si c'est la marque le problème, c'est-à-dire les clients ne reconnaissent pas par exemple mon logo, c'est un truc qu'ils voient et puis ils se disent ah et tout. Ils ne trouvent pas que le packaging est sérieux, je change. Je change. Sauf si ça fait du bénéfice. Non, là, au minimum, on conseille 40 ans. Des trucs comme Coca-Cola, ils vont changer, pas peut-être le logo, mais ils vont changer peut-être les promesses. Avant, c'était sans sucre. Demain, là, ça sera toujours au service du client. Les discours ne changent pas par hasard. Quand une marque change son discours, c'est parce qu'elle a trop utilisé ça et nous sommes fatigués. Sans s'en rendre compte, nous les utilisateurs, nous sommes comme ça. Et donc, on prend ces 40 ans-là. Si c'est bon, on change après. Merci. Tout le monde est satisfait? D'accord. Bon, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup de m'avoir écouté, même si je parle beaucoup. Et bon retour chez nous. Merci.